Fidèles téléspectateurs, nous voici à ce numéro de La Noblesse Oblige. Cette grande émission que vous aimez beaucoup, cette émission qui reçoit des personnes qui sont devenues des personnalités finalement qui ont créé des personnages. Parce que ces personnes ont été capables de, de créer des œuvres. Finalement, ces œuvres ont été interprétées par d'autres. Et voilà pourquoi, dans leur style de vie, elles sont devenues des personnes à louer, des personnes à féliciter, des personnes à observer, voilà, des personnes qu'on aime beaucoup partout dans la société. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour vous ces grands artistes, un grand artiste, je dis bien un grand. Il s'agit bien de Roch Bokabela Bodo. Bonjour, Roch. Bonjour Tata Labbé. Tous ceux qui nous suivent veulent savoir ce que vous êtes réellement. Pouvez-vous vous présenter vous-même? Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Euh, je suis Roch Bokabela Bodo. Bodo, c'est le nom de scène. Alors, je suis artiste comédien, homme des cultures, comme si vous voulez, humoriste, président, directeur artistique d'une compagnie théâtrale qu'on appelle Africa Création et voilà. Vous venez de dire que Bodo, c'est votre nom de scène. Alors, tous ceux qui nous suivent veulent savoir, votre nom de scène, qui vous l'a donné, ce nom-là, et par rapport à quoi? Bon, ce sont les vieux du quartier qui m'ont surnommé ainsi. Et ben, pour eux, ça signifie tout simplement que c'est un enfant qui est sage avant l'âge de la sagesse. Ah, Voilà, Bodo, l'enfant qui est sage avant avant l'âge l'âge de la de la sagesse. sagesse. Bodo, c'est votre nom de scène. Et pourtant, nous voyons qu'il y a aussi des artistes qui s'appellent Bodo. Oui. Par exemple, Pierre Bodo, avec son fils Amani Bodo, sont des peintres. Oui. Pierre Bodo, paix à son âme. Il y a cet D'ailleurs, artiste d'ailleurs, roumain. après sa mort, enfin le jour de sa mort, les gens pensaient que c'était moi qui étais décédé parce que la nouvelle s'était répandue à la Radio France Internationale. Ok. J'ai reçu des appels comme quoi il paraît que tu es décédé. Ouais, bon, peut-être que je vous réponds à partir du cimetière ou à partir de la morgue, hein, parce que Mais est-ce je que suis bel et bien en vie. en étant Bodo sur scène, Oui. vous saviez aussi qu'il y avait certains Bodo Oui, artistes? oui, 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 Ok. oui. D'ailleurs, ça fait des années, j'avais suivi un film dans lequel il y avait un petit garçon qui incarnait le rôle de Bodo. On l'appelait Bodo. Ok. Oui, oui. Alors, c'est un film qui a fait déjà son temps ou Ou- c'est un nouveau film? Oui, c'est un vieux C'est un film vieux film. Donc, avec, je crois, il doit être un Sud-Africain ou si américain. je comprends bien, les vieux du quartier vous ont donné ce nom-là par rapport à Ben, ces films-là ou ça, pas? je ne sais pas. Parce que vous avez dit l'enfant qui a de la L'enfant sagesse qui est sage avant avant l'âge l'âge. de la sagesse. Ah, comme on dit, Ouais. la valeur. N'attend point le nombre d'années. Voilà. Alors, quand je vous regarde, vous êtes né quand même un jour. Quand on regarde le calendrier, il y a votre date d'anniversaire. Oui. Alors, où est-ce que vous êtes né? Vous pouvez nous parler de votre famille, tout ça, les parents, vos Oui. soeurs, vos frères, s'il y en a? Ben, il y en a bien sûr, bien que bon, les autres sont décédés, notamment mes parents, ma mère et mon père. Euh, mais j'ai une famille. Je ne suis pas comme le soleil qui n'a pas de frères et sœurs. Moi, je suis plutôt comme la lune, hein, parce que la lune a des étoiles à ses côtés. Donc voilà. Je suis né un certain 11 décembre Ok. 1970 dans une très belle cité qu'on appelle Lukolela, Vous collez. Lukolela à l'équateur, entre Bolobo et Mbandaka. Donc, c'était dans une cité où on exploitait les bois parce que mon père était un ingénieur agronome Voilà. et je suis né au bord du fleuve et dans la brousse, plus précisément dans la plantation des cacao de la compagnie Celsa. Donc, vous nagez bien? Très bien. Je nage bien et j'adore la nature. J'adore contempler le fleuve, contempler la nature. La chasse, vous savez aussi pratiquer? Oh, la chasse, pas vraiment, mais la pêche, oui. Un peu de pêche, oui. Alors, de mon père Valentin Bokabela
et de ma mère Myriam Kombozi. Voilà, je suis sixième euh, d'une famille de 10 enfants. 10 enfants. Voilà. Avec la même mère. Non, non. Ok. Oh, papa avait plusieurs. On avait plusieurs mamans, hein. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Tous sont vivants? Ah non, vous avez dit il y a certains qui sont Ouais, déjà morts. les parents sont, Ah, les parents, les oui. parents sont décédés. Il y a deux petites sœurs également qui ont rejoint les parents à l'au-delà. Et les autres sont restés. Il y a une grande sœur qui est à Brazzaville, euh, euh, Valentine et Nénette Bokabela. Vous Et avez des salutations de votre frère, hein? voilà. Mais bon, pratiquement. Et il y a deux frères qui sont à l'Équateur. Il y en a un qui est enseignant à Lukolela et l'autre petit frère qui est à Bolobo. Il travaille à la DGM. Et bon, ici, je suis avec mon grand frère. Il est le président des biologistes médicaux de Kinshasa, M. Blandin Bokabela. Ah, d'accord. Il travaille aux cliniques Félicitations. universitaires. Et il y a un autre frère qui travaille à l'aéroport de Ndjili, D'Angel. et ainsi de suite. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous avez le sens de l'amour par rapport d'ailleurs à tous vos frères et vos sœurs, parce qu'il y en a qui ont même des difficultés à parler de leurs sœurs, de leurs frères. C'est comme si, comme vous venez de dire, c'est comme s'ils étaient euh, le soleil. Mais c'est quoi l'amour pour vous? L'amour, c'est quelque chose de précieux. Déjà, on l'a reçu de nos parents qui, eux, l'ont reçu du Créateur, de notre Seigneur, et nous l'ont transmis. L'amour, c'est quelque chose de précieux pour moi, euh, qu'il faut, qu'il faut partager en famille, et partager avec quelqu'un qu'on appellerait aide semblable, afin euh, de créer ensemble une famille et transmettre ce même amour à la progéniture. En parlant ainsi, je me demande intérieurement, mais je vous pose quand même la question. Mm. Il y a quelqu'un qui tient aussi votre cœur? Je vous voyais venir. Il y a quelqu'un? Est-ce que Rock a des engagements Oui, publics en amour? oui, il a un Je voudrais engagement, parler pas engagement des engagements officiel. officiels, oui, oui, officiels, mais on n'a pas encore vu, on ne s'est pas encore présenté devant l'officier d'état civil, mais je crois que ça sera pour bientôt. Pour bientôt. Oui. Certainement, vous tous, vous avez entendu, nous serons saisis Ah oui, ces jours-là que voici l'engagement. Donc, on bien cache sûr. d'abord son nom. Oui, non, 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 c'est encore dans le secret, hein. oui, oui, anonymat oblige. Makambo, 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 makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Alors, vous êtes un grand artiste. Oh, merci. un J'aspire grand devenir grand, je ne Non. le suis pas encore. Bon, Tata c'est-à-dire, l'abbé. c'est nous qui vous regardons, qui nous le disons. Nous voyons ce que vous êtes, ce que Mm. vous réalisez. Mm. Nous comprenons que vous êtes vraiment un grand artiste. Merci. Alors, comment vous vous sentez dans cette peau-là d'artiste? Et je ne veux pas seulement parler artiste comme pratiquant qui pratique l'art, mais artiste aussi comme star. Oui. Parce que vous êtes connu. Mm. C'est Kinshasa, quand vous passez, en tout cas, vous êtes, on vous aperçoit directement. Mm. Donc, vous ne savez pas vous cacher. Comment vous vous sentez vous-même? Que tout le monde puisse reconnaître que c'est vous. Bon, vers le début de ma carrière, c'était difficile de l'admettre. C'était difficile. Je me disais, bon, j'ai quand même droit à une vie privée, j'ai quand même droit à être à l'aise quand je me promène dans la rue. Et puis après, bon, je me suis maîtrisé, j'ai dit, bon, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, parce que ce talent, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pas volé quelque part, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et donc, bon, j'en ai pris conscience. Et du coup, c'est devenu une sorte de responsabilité. Quand je passe dans la rue, les gens me reconnaissent, je me dis, j'ai une grande part de responsabilité vis-à-vis de ces gens-là qui
qui me reconnaissent en tant que artiste. Moi, je préfère beaucoup plus qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste. Ok, Je ne préfère pas qu'on me considère comme étant une star. ok. Parce qu'une star, si tu te mets en tête que non, je suis une star, eh ben, ça amène tout ce qu'il y a comme médiocrité. Parce que le star system amène à tout. Hmm. Ça amène au matuvisme, ça amène à l'extravagance, à l'arrogance. Donc, Et vous n'êtes plus vous-même. Vous pas voulez du tout. apparaître. Vous voulez apparaître. Voilà. Et bon, heureusement, nous autres, nous bénéficions quand même d'une bonne éducation, une éducation chrétienne transmise par nos parents. Et voilà, c'est pourquoi, en tout cas, moi, je préfère pas qu'on me reconnaisse en tant que star, mais beaucoup plus en tant qu'artiste. Voilà, et je me dis, c'est une responsabilité, donc c'est une sorte d'interpellation pour moi. Donc, par rapport à ça, par rapport au fait que les gens me reconnaissent comme tel, je, je, suis, je suis obligé de me remettre en cause, de me remettre en question, afin que je mérite cette reconnaissance-là, afin que je sois toujours utile à la communauté. Voilà. Mais comme enfant, vous avez eu aussi des ambitions, Mm. comme toujours, quand on grandit. Oui. Est-ce que votre ambition était de devenir artiste ou vous aviez d'autres ambitions comme enfant? Bon, en tout cas, moi, je ne m'imaginais pas un artiste. Moi, je me voyais. Bon, quand j'étais petit, je parlais comme ça, bêtement. Sinon, j'allais être écrivain. Et puis, bon, mes frères disaient hey, est-ce que toi, tu sais, écrivain, ça veut dire quoi? Et puis, quand j'ai grandi, en grandissant, plutôt, je me voyais un avocat. Je me voyais juriste. Je me voyais juriste. Je me voyais un présentateur des journaux télévisés. Ok. C'est un métier que j'appréciais beaucoup quand je voyais des papas à l'époque, des journalistes présenter les journaux télévisés à l'Office zaïrois de radiodiffusion à l'époque et de télévision. En tout cas, vraiment, ça me plaisait beaucoup. Alors, je me disais, un jour, je ferai ce travail, soit je serai juriste, avocat, euh, magistrat ou journaliste. Mais bon, parce que bon, j'avais cette envie de pouvoir parler pour les autres, de pouvoir être porte-parole des sans-voix. C'est ce qui me nourrissait comme ambition. Mais comme artiste humoristique, comédien, est-ce que Mm. vous ne parlez pas pour les autres? Parce qu'il y a toujours une vocation de l'intérieur Tout à fait, qu'on veut réaliser, mais c'est l'enveloppe qui peut changer. tout à fait, tout à Euh, fait. Bon, je n'ai pas pu être ni juriste, moins encore journaliste, mais je suis artiste. Je pense que c'est pratiquement la même mission. La ouais. même mission, parce qu'on est appelé à porter, à dénoncer très haut, c'est que les autres chuchotent tout bas. Ok. On est appelé à dénoncer pour les autres les maux qui rongent la société. Makambo, 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 makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Comment êtes-vous devenu artiste comédien? Oh, Tata Labé. En tout cas, je ne l'imaginais pas. Déjà, il faut dire que je suis né très timide. Je suis né très timide. Imaginez-vous un enfant qui ne parvenait même pas à demander à manger à sa mère Drôle. après l'école. Après l'école. Ok. Et donc, heureusement que ma maman me comprenait. D'ailleurs, elle m'appelait Flamand. Parce que bon, il paraît que j'étais trop carré, j'étais trop compliqué. Et voilà. Alors, au sortir de l'école, elle calculait le temps. Si jamais elle ne me voyait pas sortir de la maison, du coup, en tout cas, Flamand Nanga Azalanzala, Anashiki Anzala. Et donc, elle me savait. Donc, je ne parvenais pas. Et je le dis toujours que c'est le théâtre qui m'a guéri de ma timidité. Parce que moi, j'étais d'une timidité vraiment maladive. Et donc, c'est le théâtre. Alors, avant ça, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas, moi, me tenir devant les gens et faire du théâtre. Non. Et bon, c'est venu comme par hasard à l'école, là où j'étudiais.
Et il y avait une troupe École scolaire. primaire ou École secondaire, les humanités. Là, j'étais en quatrième pour passer en cinquième. C'était à Matete, à l'ITC Camo. Ah, Ouais. vous avez étudié là-bas? Oui, j'ai étudié à l'ITC Comme Camo. moi aussi. Ah. Première et deuxième CO. Oh, Voilà. ah ben voilà. On finit toujours par se rencontrer. Alors, un jour, au sortir de l'école, il y a mes collègues qui viendront m'informer que non, tu ne dois pas partir parce que on a vu ton nom dans la liste des comédiens. Non, là, on nous appelait des acteurs, dans la liste des acteurs. J'ai dit, quoi? Moi, acteur? Ça veut dire quoi? Oh non, tu vas faire le théâtre. Non, mais vous rigolez ou quoi? Moi, faire le théâtre? Non, non, je ne peux pas. Bon, je ne pouvais pas refuser, d'autant plus que la troupe était dirigée par notre professeur de français, le feu professeur Monsé, paix à son âme, parce que lui, il avait fait les lettres à Lubumbashi. Bon, je ne pouvais pas refuser. Cours de français, professeur de français, c'est un grand cours. Et puis, j'aimais beaucoup le français. Moi, j'étais un accro de la langue française et de la culture générale. Alors, je me suis dit, bon, ok, j'y vais quand même. Et ça a commencé comme ça. Le tout premier spectacle qu'on avait monté, c'était pendant la période de la Noël. C'était la naissance de Jésus. Malheureusement, on va pas le présenter parce qu'il y a un ami qui jouait avec nous. Lui, il évoluait déjà dans une troupe à la Cité, à Yolo. Leur troupe répétait à la paroisse Saint-Gabriel, à Yolo, oui. Oui. Hubert Maëla, qui se trouve être aujourd'hui parmi les grands conteurs que nous avons. Il est pratiquement parmi mes mentors, parmi mes formateurs. Il vit maintenant à Amiens, en France, avec sa femme, Marie-Claire Maëla. Marie-Claire était d'ailleurs était chantre à la paroisse Saint-Gabriel. Oui, je me rappelle une fois, on a créé un spectacle en jumelage avec l'orchestre de Paul Balenza. On a dramatisé la chanson. Sekoula. Sekoula, je crois. Sekoula, d'abord on chante la vie, la vie. La vie nangayo, la vie. Ben, voilà. Voilà. Je chante bien, j'étais choriste. Non, avant de me consacrer au théâtre. Voilà. Alors, Hubert, ils sont venus, leur troupe est venue solliciter pour jouer en notre faveur. Et donc, le prof a préféré que eux, ils jouent afin que nous puissions voir comment les aînés jouaient. Et donc, en lieu et place, nous, on devait déclamer des poèmes. Et donc, c'était la toute première fois que j'ai foulé mes pieds sur une scène. C'était à la paroisse, en la salle paroissiale de la paroisse Saint-Alphonse de Matete. C'est pourquoi chaque fois que je passe dans cette paroisse, ça me fait la chair des poules. L'autre fois, j'étais invité pour une conférence. Quand j'étais reçu par l'abbé vicaire. Le vicaire Benito. Tata l'abbé Benito, que je salue. Et je lui ai dit ça. J'ai dit chaque fois que je viens ici, c'est comme si j'étais là où on avait coupé mon cordon ombilical. Ça me rappelle beaucoup de choses. Et puis voilà. Et c'était parti, j'ai déclamé. Mais ce n'était pas facile, hein, okay. Tata l'abbé. Un enfant timide qui doit se tenir devant plus de 1500 élèves pour déclamer un poème. Seul sur scène. Non. Ce jour-là, en tout cas, c'était comme si le ciel allait me tomber sur la tête. Et je n'avais qu'une seule prière la nuit, que le Seigneur fasse qu'il puisse pleuvoir. Oh là là. Non, mais j'avais peur. Pour ne pas jouer. Oui, j'avais peur. En tout cas, je me dis, bon, ok, bon, si je vais jouer, que je joue quand même, que ça passe. Comme ça, on en termine une fois pour toutes. Et puis, malheureusement, heureusement, il a commencé à pleuvoir vers 5 heures du matin. Et à partir de 6 heures moins 14, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et donc, il n'y avait pas raison qu'on répète le spectacle. Et je suis allé. Avant moi, c'était un collègue qui devait passer, un grand ami à moi. Il est maintenant à Lubumbashi, Alpha Kelinda. Lui, il est passé juste avant moi. On l'a applaudi. Oh, quand on a applaudi pour Kelinda, on va aussi m'applaudir. Ok, c'est bon. Et puis, quand le modérateur a appelé mon nom, maintenant, vous allez écouter un poème intitulé Le vampire de Charles Baudelaire par l'élève
Bokabela de la 5e année. Tatalabé, je ne me sentais plus. Il y a eu Donc, une force mes surnaturelle. pieds, non, je me dis, aïe, donc je suis mort. Et puis, je suis monté. Quand j'ai prononcé seulement le premier vers de mon poème, c'est tous mes collègues qui m'ont applaudi, ils m'ont soutenu. Et c'est en ces moments-là que j'ai commencé à ressentir mon corps. Je me sentais regaillardi, plus gros que Pépé Calais. Alors je dis, ça y est. Et donc, c'était parti. C'était une sorte de baptême de feu pour moi. Et du coup, j'ai pris goût et j'ai continué avec le théâtre. On a commencé à donner des spectacles. Le tout premier, c'était au lycée Mpico. Et c'était vraiment, on a récolté un franc succès. Et c'était parti. J'ai été sollicité. Il y a Hubert qui m'a amené dans une troupe de Lemba ici, Chicagapé Théâtre, de Charline Zeza. C'est là que je vais faire connaissance avec Bonbon Fifi, parce qu'à l'époque, il signait la mise en scène d'un spectacle qu'on appelait à l'époque La Femme Jalouse. Voilà, et voilà, c'était parti. Après, il y a eu recrutement au Théâtre National. Je suis allé, j'ai passé l'audition, j'ai été retenu pour le stage professionnel, mais malheureusement, je n'étais pas retenu. Je n'étais pas engagé parce qu'ils avaient privilégié les étudiants, les anciens de l'INA, alors qu'à l'époque, moi, je n'étais pas encore à l'INA. Parce que quand j'ai obtenu mon diplôme d'État à l'ITC Camo, je suis allé au campus. Je voulais d'abord faire le droit. On m'avait inscrit à la faculté de droit. Mais malgré cela, à l'époque, à midi, je devais descendre à l'école pour encadrer les autres. J'avais vraiment, à ce moment que j'avais découvert le théâtre, c'était vraiment comme un jeune homme à l'âge de la puberté qui a découvert le monde et donc je pouvais pas le lâcher. Et finalement, le nom n'apparaissait pas dans la faculté de droit. Et puis finalement, il y a eu fermeture des universités à cause du phénomène Ngouma, de triste mémoire, Ngouma promotion, Bindo promotion et tout. Madova. Alors on a suspendu les universités et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à se poser des questions avec d'autres collègues qui pratiquaient déjà le théâtre à la Cité. On se disait, bon, peut-être ça peut faire 5 ans, puis on va réouvrir, on aura du retard et tout. Mais bon, parce qu'à l'époque, nous, on ne voulait pas de l'INA. On se disait, bon, nous, on connaissait déjà le théâtre. Pourquoi aller à l'INA? Mais plus les jours passaient, on se disait, on commençait à sentir de plus en plus le goût de se professionnaliser. On se dit, bon, pour se professionnaliser, je pense qu'il faut aller à l'INA, il faut l'étudier parce que si on continue avec l'UNIKIN, peut-être on va devenir, je ne sais pas moi, avocat ou magistrat, on sera obligé d'arrêter avec le théâtre. On ne voulait pas du tout abandonner le théâtre. Et puis finalement, quand il y a eu l'ouverture, finalement, mon nom est apparu dans la faculté des lettres, dans la philosophie. Bon, c'était quand même une sorte de test pour mes parents. C'est mon frère, mon cousin, Bruno Mbolissan, qui est aujourd'hui, il est journaliste, il est conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale, que je salue. C'est lui qui avait vu mon nom. Et à l'époque, j'habitais chez ma tantine Charlotte. Il est venu, il dit non, le nom de Roch est apparu dans la faculté des lettres. Ah bon? Ok, alors là, moi j'étais, je crois, à la répétition, c'est pas de la chorale, ça doit être du théâtre. Et à mon retour, le soir, il y a tante Charlotte qui me dit, hey, Bruno, comment on est bien au théâtre? Raconte bien pour Nayo. Moi, je dis, oh. Donc, c'est comme si elle était contente de ce que je faisais comme ça. Parce que bon, avant, c'était pas facile. Hein. Mais quand j'avais commencé à l'amener dans des représentations, et après les représentations, il y avait des journalistes de la Voix du Zaïre qui me posaient des questions. Alors, elle a pris goût. Et puis finalement, moi, je dis, oh, ok, c'est bon. J'ai pris bonne note. Et j'ai commencé dans la faculté des lettres. Puis finalement, il y a eu encore fermeture. Et puis, avec d'autres amis, on s'est dit, bon, on va carrément à l'INA. Et grâce à notre pratique, à notre expérience à la Cité, on n'avait pas pu faire, on était exempté de faire la préparatoire. Ouais, on a commencé directement par la première. Et on dit même que bon, c'était la meilleure des promotions depuis que l'INA a commencé. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Attention, les étudiants de l'INA qui vous écoutent. Hein?
Non, mais les étudiants sont venus après. Ça, c'est le témoignage des enseignants. Vous pouvez poser la question au prof Joseph Ndundu, Ok. au prof Yokali et Moudaba, Yokali. professeur Longafo, il va vous le dire. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Si je comprends bien, votre talent d'artiste est inné, finalement, professionnalisé. Oui. Vous êtes passé quand même dans des écoles professionnelles pour Oui. perfectionner. Tout à fait. Alors, par rapport, j'avais une question de votre cursus scolaire. Vous avez déjà tout étalé. Mais Oui, je voudrais savoir, c'est une déformation professionnelle, je parle trop. Hein. l'école primaire, c'était où? L'école primaire, c'était toujours à Lukolela. Ah, le collège. Oui, oui, c'était à Lukolela, dans une école catholique épée Boli, Sokobelam, parce que c'était pour les comptes de la société où papa travaillait. Et voilà, c'est là que j'étais dans la paroisse. C'est là que j'avais connu le feu Tata Cardinal Echao. Ok. Parce que dans la cité, dans la petite chapelle qu'on priait, j'étais batteur de tam-tam. Mais vous-même, comment vous vous définissez comme artiste? Bon, je suis un artiste, je dirais, pluridisciplinaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis un artiste à plusieurs facettes. Je suis à l'aise dans le théâtre, ce à quoi je me suis consacré. Je suis à l'aise dans le théâtre, je suis à l'aise dans différents registres. Je peux être dans un registre comique ou tragique. Je suis à l'aise dans le cinéma et dans la musique, pourquoi pas, même si j'ai abandonné la chorale au profit du théâtre. Je suis un artiste comme ça. Et vous êtes arrivé déjà de composer une chanson? Non, mais le théâtre, oui, parce que le théâtre m'a... Vous avez déjà combien de pièces écrites J'en ai créé beaucoup, surtout dans le domaine de la sensibilisation. Parce qu'à l'époque, quand j'étais en première à l'INA, je travaillais avec la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Et donc, on devait créer des spectacles comme ça pour sensibiliser la population aux droits de l'homme et dénoncer les violations des droits de l'homme. Et j'en ai écrit plusieurs comme ça. Et voilà. La dernière écriture, la dernière création, c'était à l'occasion du cinquantenaire de la commune de Lemba, où j'ai été sollicité pour créer un spectacle. Et j'ai écrit Lemba Mater. Lemba Mater qui fait pratiquement la peinture de notre commune. Et depuis ses débuts, l'historique, on fait pratiquement une peinture sur le plan socio-économique, sur le plan comportemental. Et on fait pratiquement l'état des lieux de ce qu'a été Lemba hier, aujourd'hui, et ainsi que les perspectives. C'est un très bon spectacle. Vous avez plus évolué ici à Kinshasa, seulement dans la commune de Lemba? Non, pas du tout. Parce que déjà, vers les débuts, on a intégré très tôt ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui Écurie Maloba. L'écurie Maloba, c'était une maison de production de théâtre qui est créée par le feu Honoré Galland, Mutombo Bouchi, qui est pratiquement parmi mes modèles aussi. Et voilà. Et donc là, il y avait comme spécialité de donner des spectacles à travers la ville, à travers Kinshasa. Il y avait des antennes de production, notamment à Bandal, à l'ex-jardin Motola à Bongissa. Aujourd'hui, c'est devenu l'espace Mutombo Bouchi. Et nous, on gérait l'antenne de Lemba, qui était vers Lemba Terminus, dans un bar qu'on appelait à l'époque Porte Noire. Aujourd'hui, c'est devenu Porte Blanche, je ne sais pas pourquoi. Et mes excuses, oui, pour ne pas vous couper la parole. Je vous en prie. Donc, à part la commune de Lemba, oui, vous êtes resté encore dans quelle commune? Non. Depuis que je suis à Lemba, je ne suis jamais allé dans une autre commune. Avant Lemba, c'était... Avant Lemba, c'était l'Équateur. C'était l'Équateur et puis Mouchi. J'ai été étudié à Mouchi. J'ai fait une année à Mouchi, à l'Institut de Mouchi, dans le Bandundu. Parce que bon, là,
Mais les parents voulaient m'éloigner d'eux parce qu'ils pensaient que ils pensaient que je devenais turbulent parce qu'au fait, je m'amusais à faire la musique. Ok. Moi, quand j'étais enfant, bon, à l'Équateur, on avait de l'électricité qui était fournie par la scierie, là où on exploitait les bois. Et donc, on avait du courant comme ça. Et donc, une fois, maman est venue de Kinshasa, elle a ramené un chauffe-eau. Et une fois, heureusement que c'était pendant la pause, et quand il y a pause à la scierie, on arrête l'électricité, on arrête l'usine. Et donc, il n'y avait pas de courant. Dieu merci pour moi. Et donc, moi, j'ai vu cette histoire-là, ça ressemblait à un micro. J'ai dit, waouh, ça c'est une occasion. C'est cette histoire que les papas Wemba, Tu as branché. les Kofi Olomide s'amusent avec. Parce que moi, à l'époque, on m'appelait. Il y a mon frère qui ne prononçait pas bien mon nom. Au lieu de m'appeler Rock, il m'appelait Oro. Oro. Et à partir de là, on m'appelait Oromide. Ah, ok. On m'appelait Oromide. Parce que mon grand frère m'appelait Oro. Et puis, il y en a d'autres qui m'appelaient Oro. Et puis c'est devenu Oromide. Moi, je dis, ah, ça, c'est cette histoire que les Kofi Olomide chantent avec. Et j'ai pris cette histoire, je l'ai branchée dans la prise. Et tu as tenu, heureusement. Et j'ai tenu, j'ai commencé à chanter, j'ai appelé mes amis et mes petits frères. J'ai commencé à chanter. Heureusement, maman était dans les parages. Elle est venue, elle m'a pointé. Et puis, j'allais Tu ne tomber. comprenais rien. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Et puis, à 14h, le courant est revenu. Et elle a branché. Elle a pris un seau d'eau. Elle a branché. Et puis, elle m'a demandé de regarder. Tu vois comment ça s'allume. Tu allais mourir. Okay. Et puis voilà. Et donc, à part ça, j'abîmais toutes les cassettes audio de la maison. Parce que, tu vois, j'étais tellement timide, les gens ne pensaient pas que je pouvais faire ça. Alors, moi, quand papa partait au travail, tous mes frères partaient à l'internat. Il y a mes frères qui ont étudié à Lissala, à Bumba, à Kisangani. Et moi, je restais seul. D'ailleurs, on m'appelait Capita, parce que je ne bougeais pas. Et donc, je m'amusais comme ça avec la radio-cassette. Quand il y a une chanson, maman, quand il travaillait, il faisait les travaux ménagers, elle mettait un peu de musique et tout. Et moi, je venais, j'appuyais sur le bouton REC et je commençais à imiter les gens. Vous abîmiez toutes les cassettes alors. Toutes les cassettes. Alors, j'étais tellement doux comme un agneau. J'étais timide et les gens, ils ne pouvaient même pas soupçonner. Et vous êtes arrivé de chanter dans un orchestre à part la chorale? Pas sérieusement. Non. Mais bon, je fais de temps en temps quand il y a un musicien qui chante, et je viens, je fais, j'essaie d'interpréter. Avant d'être connu, vous avez aussi rencontré des musiciens qui sont connus aujourd'hui. Avant d'être connu, non. Et, vous les admirez seulement de loin. De loin, oui. Okay. Et voilà. Et donc, je m'amusais comme ça à imiter le tourne-disque. Alors, à l'époque, papa avait une buvette. Et il mettait des baffles sur des tonneaux. Ouais. Et dans le tonneau, c'était troué. Oui. Moi, je pensais que les sons venaient de là. Je pensais que les musiciens se cachaient là-bas. Et donc, je prenais à mon tour un tonneau. Et j'entrais dedans. Et avec les amis, mes frères à côté. Et je jouais au tourne-disque. Je commençais. Ding, 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 ding. Et tous les amis à côté, ils se mettaient à danser. Et ils faisaient semblant de boire. Et voilà. Toi, tu croyais que le musicien se cachait dans les tonneaux. Exactement. Et tu y entrais. Merci beaucoup. Tu m'as fait rire. Et donc, c'est par rapport à ça que les parents ont préféré m'éloigner. Ils se sont dit, si ce gars restait ici, en tout cas, ça ne sera pas bien. Ils m'ont éloigné d'abord, je suis allé à Mouchi. Et après Mouchi, je suis venu à Kinshasa. Et voilà. Vous estimez-vous heureux dans votre peau d'artiste aujourd'hui? Et vous vous sentez complet quand même? En tout cas, je m'estime heureux
Parce que quand j'observe ma société, quand je constate que les gens se retrouvent en moi, quand je constate que je contribue quand même au développement de mon pays à travers la sensibilisation, à travers la promotion de notre culture à l'étranger, en tout cas, je ne peux que m'estimer heureux. Mais être complet, je dirais non, parce qu'un artiste n'est jamais arrivé. Et c'est toujours, il doit toujours se remettre en cause, se remettre en question pour, répondre toujours aux besoins, aux exigences de la société. Voilà. Et vous avez un groupe, vous avez dit Oui. Afrique. Africar Création. Africa. Dans Afrique Art. Oui, la création dans les arts africains. Vous pouvez nous parler de ce groupe? C'est fondé quand, tout ça? Et combien d'années déjà? Africar Création a été fondé le 27 mars 2000. Donc aujourd'hui, donc ça a totalisé 18 ans au mois de mars dernier. Donc votre groupe est majeur. Majeur. Il peut avoir une carte d'électeur. Ah ben oui, nouveau majeur. Voilà, je l'ai créé parce qu'à l'époque, j'étais dans le Chicagapé et quand Bonbon Fifi a créé son groupe, il m'a amené avec lui où j'étais resté pratiquement président directeur artistique quand il avait voyagé pour les États-Unis. Il est maintenant en Caroline du Nord avec sa femme Mireille Makalebo qui était aussi notre actrice. Je salue. Et quand ils sont partis, il y a Elombe qui est venu me solliciter pour créer un groupe. Ainsi que, bon, on s'est associé avec Tito, Mindondo, Lipati et moi. Et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui groupe Simba. Okay. Voilà. Alors, j'avais quitté Afadra parce que, bon, Afadra était supposé être aux États-Unis. Parce que Bonbon Fifi, quand il avait voyagé, c'était au nom de Afadra Théâtre. Et donc, pour ne pas avoir des ennuis par rapport à l'administration ici, on a préféré en 2000 créer une autre structure qu'on appelle Africar Création. J'ai créé Africar parce que, bon, le dernier groupe, c'était le groupe Simba. Mais là, c'était beaucoup plus une tendance école, groupe Salon. Alors, moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je suis de l'école Bonbon Fifi, de l'école Mutombo Bwichi. Et voilà. Alors, je m'étais dit, il faudra que je crée une structure qui pourra me permettre de m'exprimer selon mes potentialités artistiques. C'est ainsi que j'avais créé Africar Création, qui est pratiquement un groupe multidisciplinaire aussi. On fait du cinéma, on fait du théâtre, et voilà. Et vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous suivent, à nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui font le théâtre de chez nous? Il y a des humoristiques qu'on voit, il y a, c'est pas moi qu'on appelle des maboké, il y a un peu toute une multitude de manières de jouer ces théâtres. Est-ce que là, à l'intérieur, vous qui êtes, il y a une différence ou une explication à donner? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on les appelle, par exemple, Mouta Théâtre, ils préfèrent être des acteurs. Voilà, acteurs, je sais pas moi, je parle plus d'ici à Kinshasa, quoi. Oui. Ouais. Alors, il y a une différence. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle théâtre, le théâtre se limite dans une salle, sur une scène, devant le public. Ça, c'est en anglais, on dit c'est du live. Ouais. C'est du spectacle, en fait. C'est la performance. Mais quand on quitte la salle, on quitte la scène. Le public est remplacé par la caméra. Le metteur en scène est remplacé par le réalisateur. Là, on cesse de parler théâtre. Là, on entre déjà dans le cinéma. Là, c'est déjà le cinéma. Alors, le théâtre de chez nous, à la base, c'était quoi? Parce que quand le vieux Titengensana est revenu de sa formation à l'INA Paris, il a conçu ce programme-là. C'était une émission qui consistait à filmer les spectacles de théâtre dans la salle Mongita, là où se produisait le théâtre national. Il filmait ces spectacles pour les diffuser à la Voix du Zaïre à l'époque.
Et bon, comme vous savez, le théâtre classique a ses exigences. Il faut beaucoup de mois pour sortir un nouveau spectacle, alors que l'émission était hebdomadaire. Et du coup, il s'est résolu de simplifier les choses. Et il a créé ce qu'on appelle le théâtre de chez nous. C'est-à-dire, il monte un décor de théâtre dans un studio et il crée des spectacles, il crée des scènes. Voilà. Et donc, à la base, ce n'était que dans le studio. Voilà. Ah, c'est ce qu'on voyait, par exemple, des Takinga, tout ça. C'était dans les Non, là, c'est un autre genre. Okay. Ça c'est l'opérette. L'opérette, c'est un peu le diminutif de l'opéra. C'est-à-dire, c'est le théâtre, mais chanté. Okay. Là, c'est le théâtre chanté. Mais toujours dans une salle. Voilà. Alors, étant donné qu'il avait une formation en tant que réalisateur, et du coup, il a commencé à quitter le studio pour le décor naturel. Et la toute première expérience, c'était avec le film qu'il avait intitulé Mwanantusu. Oui. Voilà. Et donc, c'est ce format-là qui est répandu aujourd'hui, que nous faisons aussi, que tout le monde fait actuellement. Et voilà. Alors, maintenant, ce sont les responsables des chaînes de télévision qui ont abruti les gens. Parce que dès lors que les tournages, parce que bon, déjà dans le studio, on ne peut plus parler de tournage, on parle de l'enregistrement. Dès lors qu'on a quitté l'enregistrement, parce qu'on a quitté le studio pour le décor naturel, c'est devenu le cinéma. Mais eux, ils ont continué à l'appeler théâtre. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je dirais, le théâtre de chez nous n'existe plus parce qu'on a quitté le studio, c'est devenu cinéma. C'est devenu film de chez nous. Ce n'est plus théâtre de chez nous. Il y a maintenant un terme aussi pas tout à fait honorant. On parle d'Nzonzing. Voilà. Théâtre Nzonzing. Oui. Comment vous prenez ça vous-même? Bon, le théâtre d'Nzonzing, c'est ce théâtre où on réunit les gens. Bon, c'est une bonne chose si c'est bien fait. Parce que c'est une sélection. C'est-à-dire ce sont les comédiens qui appartiennent à plusieurs troupes et on les associe, on les sélectionne pour produire un film. Si c'est bien fait, si on respecte les normes, les procédures de la production d'un film, c'est une bonne chose. Mais moi, je décris et je déplore tel que c'est fait ici chez nous. Le Nzonzing est devenu synonyme de quelque chose de mauvaise qualité, quelque chose d'improvisé, où vous vous réveillez, on vous appelle, dit Bodo, Ozawapi, yaka na trois bilamba, tokutana na movenda, ozana jouer. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas à quoi m'attendre, et on va vous briefer sur place, et après le briefing, vous ne répétez même pas et vous tournez. Bon, moi j'ai appris à l'université que l'improvisation, c'est un couteau à double tranchant. Vous pouvez improviser, ça peut marcher. Mais ça ne marche toujours pas. Vous pouvez improviser et ça ne marche pas et ça va vous couler. Et le professeur Ndundu nous disait toujours au séminaire, parce qu'il nous a donné un cours, voilà. dit même l'improvisation se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare. Donc, c'est pourquoi moi, je n'encourage pas le Nzonzing tel que c'est pratiqué actuellement à Kinshasa. Ça doit se préparer. Il faut commencer par le travail de table, discuter sur un thème, sélectionner un thème, commencer la rédaction. Après la rédaction, vous faites la distribution. Après la distribution, vous passez à la répétition. Il faut toujours répéter. Il faut toujours répéter. Le talent, il faut l'aiguiser. Il faut aiguiser son talent par des répétitions. Et d'ailleurs, c'est pendant la répétition qu'il y a beaucoup de créativité qui sortent. Et puis voilà, ce n'est qu'après la répétition que vous pouvez passer au tournage. On voit des acteurs, parlant des acteurs, des deux catégories, si je comprends bien. Il y a une catégorie qui fait rire.
Donc, quand cet acteur prend la parole, c'est seulement pour faire rire. Il y a une autre catégorie, là, vous sentez, c'est plus, il reste serein. L'acteur reste serein. Il y en a ici à Kinshasa, en RDC. Par exemple, vous, je vois, il y a un moment donné, vous n'avez pas besoin de faire rire. Vous faites passer un message, vous êtes un peu serein là. Et des fois, vous faites rire. Mais il y a aussi des acteurs qui ne font jamais rire. Est-ce qu'il y a, là, dans votre monde-là, il y a une division où on peut appeler, par exemple, c'est vraiment un comédien ou un comique et l'autre, je ne sais pas moi, c'est un acteur simple, je sais quel nom on va lui donner, ou c'est quelqu'un qui joue seulement les drames, voilà. Il y a une différence? Bon, il y a une différence. Il y a une différence. Déjà, il faut dire qu'un acteur, c'est... Bon, on utilise le terme acteur beaucoup plus dans le cinéma. Hein, c'est beaucoup plus dans le cinéma. Alors, dans le théâtre, tous les praticiens de théâtre, on les appelle des comédiens. Pas forcément ceux qui font rire. D'accord. Voilà, c'est la nomenclature même. Donc, c'est un terme consacré, je voulais dire. C'est le terme consacré pour le métier, pour ce métier-là. Donc, tous les praticiens du théâtre, on les appelle des comédiens. Il peut être tragique, il peut être comique. Voilà. Bon, il y en a qui sont polyvalents, comme vous venez de le dire. Hein. Vous m'avez vu dans Kadogo, ouais. qui est un spectacle vraiment tragique. J'étais sérieux parce que c'était un témoignage, un enfant soldat qui témoigne de sa vie. Mais à un certain moment, bon, un tout petit peu, je faisais un peu rire. Et voilà. Mais je peux aussi donner des spectacles 100% comiques. Voilà. Mais il y en a qui ne sont que tragiques. Et par exemple, Elomé, par exemple. oui. Elomé, il ne faut pas lui donner un rôle comique. Je pensais derrière lui. Il va pas le faire. D'accord. Il va pas le faire. Donc, il y a des catégories comme ça. Il y a des acteurs qui sont bons dans le comique. Donc, quand il fait rire comme ça, on dit il est comique. Il est comique et il fait le comique. Mais tandis que la différence avec l'humoriste, oui. Un humoriste, lui, c'est vraiment le rire à 100%. Même, il n'a même pas besoin d'une leçon. Non. Donc, est-ce qu'on peut les comparer avec tous ces jeunes qui se promènent dans la rue avec des braises au visage, qui passent dans des bars, faire rire, tout ça, interpréter des chansons et demander de l'argent? Ce sont des humoristes? Eux, par contre, bon, ils sont humoristes, mais beaucoup plus bouffons. Ouais. Parce que les bouffons, déjà de par leur maquillage et leur costume, c'est des bouffons. Et ils sont pareils avec l'humoriste parce que de par le message, ils n'ont pas besoin de leçons. Et ils ont cette dimension de bouffon parce que les bouffons, ils centrent leur rire par rapport à l'autodérision, par rapport à la moquerie de soi-même. Ouais, il utilise ses défauts à lui, ses propres défauts pour égayer les gens. Donc, voilà. Est-ce qu'ils peuvent être appelés aussi artistes? Ils sont artistes. C'est des artistes. Est-ce que dans le théâtre... Bien qu'ils ne visent pas le beau, parce qu'un artiste, c'est celui qui vise le beau. Ce sont des artistes bouffons, artistes humoristes. Et voilà, c'est des artistes. Chez les peintres ou chez les couturiers, on trouve aussi des artisans. On dit que bon, celui-là, c'est un artisan. Est-ce que dans les théâtres, on peut parler aussi de ceux qui sont artisans, qui ne sont pas directement artistes? Bon, au théâtre, on ne peut pas parler d'artisan. Parler d'artisan peut-être dans un sens péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vise pas la qualité, qui ne vise pas le beau, hein, qui n'a pas de dimension esthétique dans ses œuvres. Hein, là, on peut l'appeler artisan. Mais bon, on ne l'utilise pas trop. Hein, là, c'est de façon un peu péjorative. Donc, voilà. Chez nous, c'est beaucoup plus des artistes. Nous sommes au Congo, en RDC, République démocratique du Congo. Oui.
Pensez-vous que l'art a une importance dans notre pays? Est-ce que sur le plan de la vision d'ensemble de la société, est-ce que l'art apporte quelque chose? Ah oui, ah ben oui. L'art a un grand rôle, a une grande place dans notre société. Déjà, l'art, ça fait partie de la culture. Et on dit que la culture, c'est l'âme même d'un peuple. Quand, quand on va étudier l'histoire du Congo, on va, on va d'abord se baser sur la culture. Aujourd'hui, les grandes nations à travers le monde sont connues euh, par rapport à par rapport à leur culture, par rapport à leur art. Si on parle de la Grèce aujourd'hui, si on parle de l'Égypte aujourd'hui, si on parle même de la Ouais. France aujourd'hui, c'est par rapport aux arts, par rapport à la culture. Et au Mhm. Congo, n'en parlons pas. Ça a un grand rôle. Euh, Déjà, c'est la température du niveau de vie d'une société. Si les productions artistiques de notre pays sont, sont euh, de qualité, on peut étudier le niveau de vie de notre société. On dirait que non, cette société-là, ça a un niveau de vie assez élevé. Ça a une qualité de vie assez élevée. Mais si la qualité, si la production artistique est médiocre, on peut facilement deviner que non, cette L'esprit du société-là, peuple, ouais. ça ne marche pas. Ça ne Mais marche pas. Alors ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que, vous voyez, nous autres, on nous a toujours sollicités pour passer des messages de sensibilisation par rapport aux élections, par rapport aux différents fléaux qui rongent la société. C'est parce que on sait que lorsque on passe un message par les arts, euh, la population va mieux le capter que lorsque on le fait passer par des longs discours des politiciens, des grands professeurs d'université. Et peut-être les gens ne vont pas comprendre, mais à travers l'art, et le message passe facilement. D'ailleurs, même l'Église recourt de temps en temps aux artistes pour passer les messages. Moi, je me souviens de l'époque avec le feu cardinal Echaou, quand il a eu une vision de la paix pour le Congo, il a rassemblé les musiciens, les artistes de théâtre pour œuvrer, pour sensibiliser la population par rapport à la paix. Donc, euh, un artiste, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un de très utile dans la société. Lorsque un artiste cesse d'être utile, il devient un danger public. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui dit un mot les et la gens population, écoutent les gens facilement, ils écoutent et suivent la facilement ils voix, ouais. suivent. Mais Voilà. est-ce que cet artiste qui est capable de modifier la société, cet artiste aussi vit de son art Ah, dans ta société, à toi? t'as laissé comme tourner télémélie. C'est compliqué. Déjà dans une société où il y a pas de politique culturelle, où c'est bien défini, où on dit, par exemple, cette année, on a besoin, on fait un appel de fonds, on fait un appel à projets, des artistes qui ont des projets, qui viennent avec, l'État va financer, l'État va subventionner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bon, il y a quand même des fonds qui sont collectés au nom des artistes, mais qui ne servent pas la culture, qui ne servent pas les artistes. Il y a un fonds de promotion culturelle qui collecte des gens, qui collecte de l'argent. Mais on ne sait pas cet argent, ça sert à quoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut pour être financé, pour bénéficier de ce Donc, financement. ce qui signifie Donc, que l'artiste ne sait pas vivre de non, son art. pas du tout. C'est vraiment compliqué. Ceux qui vivent de leur art, vraiment, ils sont rares. C'est vraiment difficile. L'artiste ne s'expose pas à certains dangers, parce qu'à certaines sollicitations, même si ces sollicitations ne rencontrent pas directement sa vocation, finalement, c'est un artiste et il est sollicité et il accepte. C'est un danger permanent. Alors, qu'est-ce que l'artiste doit faire à ce moment-là? Bon, Bon, je pars trop loin. Vous-même, qu'est-ce que vous faites? bon, il faut
il faut se référer et se fier à son idéal. Un artiste doit avoir un idéal. C'est-à-dire, un artiste, il doit savoir qui il est. S'il sait que euh, il est utile à sa communauté, ben, il doit se comporter comme tel. Il ne doit pas suyer son idéal. Ce qui n'est pas du tout facile parce que tu peux rester là. euh, tu es locataire. Tu n'as pas de quoi nouer les deux bouts de moi. Entre-temps, l'art ne paye pas, mais tu es exposé. Bon, si Entre-temps, tout le monde croit que tu as l'argent. tout le monde croit que tu as l'argent, c'est ce qui se passe, malheureusement. Et donc, si vous avez votre idéal, vous dites, bon, je ne peux pas trahir ma vocation, je ne peux pas trahir ma mission que Dieu m'a confiée, ok, vous pouvez rester au milieu du village. Mais ce qui n'est toujours pas facile, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit toujours être aux côtés de la communauté. Il doit toujours être du côté de la communauté. Il doit toujours servir la population. Et donc, raison de plus pour que la nation puisse mettre les artistes dans des bonnes conditions. Sinon, ils seront comme une sorte de girouette tournant à tout vent. Et c'est très dangereux comme ça. Okay. Donc, bon, je sais que c'est difficile, mais bon, c'est une option. C'est une option à prendre par ceux qui se disent artistes. Okay. Vous êtes comme artiste, vous êtes toujours dans le sillage des artistes. Oui. Vous croyez que vous y avez apporté quelque chose ou c'est l'art qui vous a changé? Ben moi, je pense que j'ai quand même apporté quelque chose. Hein. J'ai apporté quelque chose de par ma façon de faire. Parce que, mine de rien, petit à petit, ce que nous faisons commence à faire école. Parce que les gens, quand ils parlent de nous, ils parlent d'une certaine excellence dans notre façon de faire. Et donc, c'est devenu comme ça. Bizarrement, dans le chef des jeunes, quand ils font bien du travail, nous, c'est notre modèle. Okay. C'est notre modèle. Quand ils font des choses bien, et il suffit de voir à la télévision des jeunes qui font des films qui respectent les normes et tout, où il n'y a pas trop d'insanité, où c'est bien, où on peut regarder avec tous les membres des familles et tout. Ils disent que non, celui-là, c'est notre modèle. Et donc, on a quand même contribué à quelque chose. Avez-vous un conseil à donner aux artistes par rapport aux enjeux de l'ère selon la vision générale de notre société? Voilà. Aux artistes, je dirais, il faut avoir un idéal. Il faut savoir qui ils sont. Un artiste a toujours été un défenseur des démunis et des faibles. Vous devez faire très attention. Faudra pas trahir la communauté. Faudra pas trahir la population parce que nous sommes investis d'une mission, celui de sensibiliser. Et d'ailleurs, ceux qui vont même plus loin, quand les choses ne marchent pas, ils se lancent dans ce qu'on appelle l'art engagé. Ça peut être théâtre engagé ou théâtre ou musique engagée. Parce que un artiste, c'est celui qui doit être là comme une sorte de sentinelle pour veiller à ce que tout se passe bien. Donc, c'est le message que je vais lancer. Et en conclusion, soyez artiste, ne soyez pas autre chose. Et dans l'église catholique de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo a eu l'idée, a été inspiré pour créer l'aumônerie des artistes. Le jour-là, quand il a invité les artistes, je me souviens,
vous y avez pris la parole aussi pour donner votre contribution. Comment vous trouvez cette idée, quand même, de l'aumônerie des artistes qui n'a jamais existé, du cardinal Laurent? Non, mais c'est une idée géniale. C'est génial. Parce que j'avais dit tantôt que les artistes ont besoin, ils ont besoin d'être encadrés. Sinon, ils seront comme des girouettes tournant à tout vent. Je pense que c'est une initiative à encourager et à soutenir. C'est pourquoi je n'avais pas hésité quand j'avais reçu l'invitation. Et parce que nous avons une lourde mission, celui de sensibiliser, celui d'encadrer. On ne peut pas prétendre, celui d'éduquer. On ne peut pas prétendre éduquer sans pour autant que l'on soit soi-même éduqué. Sans pour autant, on ne peut pas prétendre sensibiliser sans pour autant que soi-même l'on soit encadré. Et je pense que vraiment, c'était vraiment une inspiration divine que le cardinal avait reçue. Et nous, en tant que professionnels de la culture, on ne peut que l'encourager pour que ça aille de l'avant. On en a besoin. On a vraiment besoin. Déjà, on n'est pas subventionné par l'État. Sur le plan étatique, on n'est pas encadré. Et l'encadrement qui vient du côté de l'État, c'est de l'argent. S'il faut voyager pour une tournée, vous devez payer l'autorisation de sortie, comme si on était des fonctionnaires. Et si vous voulez organiser quelque chose, vous devez payer. Et quand une tierce personne crée une maison, quand il ouvre un magasin, il faut payer des taxes de la culture et des arts. Cet argent-là, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Donc, ça ne nous sert pas. Et donc, quelque part, on est abandonné à nous-mêmes, à notre triste sort. Et donc, c'est tout à fait, c'est vraiment, c'est une très bonne initiative que de créer cette aumônerie pour pouvoir encadrer spirituellement, moralement les artistes et hommes des cultures. Je vous laisse la liberté de choisir 3 mots selon votre propre choix, ce qui vous inspire, et nous dire pourquoi. L'amour. L'amour. Ah. Oui. Vous aimez l'amour? J'aime l'amour parce que je suis un artiste. Un artiste, c'est celui qui vise le beau, le bien. Et on peut pas être adepte du beau, du bien, sans pour autant avoir de l'amour. Et l'amour sur tout le plan, c'est pas seulement l'amour romantique, mais l'amour du prochain, l'amour de son travail, l'amour de sa communauté. Parce qu'avec l'amour, ça va vous inspirer beaucoup de choses. Ça va vous inspirer des œuvres qui puissent contribuer à élever notre nation. Ce n'est pas l'influence de votre éducation chrétienne qui vous pousse à cela, parce que l'amour, Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et il n'y a pas de plus grand commandement que l'amour. Je ne dirais pas le contraire. D'ailleurs, le jour de la sortie officielle de l'aumônerie catholique de la culture et des arts, Tata Cardinal avait dit, il nous avait défini comme étant les collègues de Dieu. Okay. Parce que Dieu, c'est un grand artiste, il est créateur. Et nous, ses collègues, on est des petits artistes. Imaginez-vous, les artistes ont créé des dieux que les hommes ont adorés. Okay. Vous voyez, donc, et Dieu, c'est l'amour lui-même. Donc, nous, on ne peut pas vivre sans amour. Et le deuxième mot? Le deuxième mot, c'est la paix. Voilà, c'est la paix. Sans la paix, on ne peut pas jouir de tout ce que nous avons comme richesse dans ce pays. Je pense que nous devons œuvrer chacun en ce qui les concerne
pour la paix. C'est très important. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas connaître des savants. S'il n'y a pas de paix, on peut pas avoir on peut pas créer des œuvres de qualité parce que l'esprit n'est pas à l'aise. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours préféré ce mot-là. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est une nation leader sur le plan richesse, sur le plan ressources naturelles. D'ici 2020-2022, il y aura l'avènement des véhicules électriques. Et le produit qui fait que ces véhicules puissent exister, c'est le cobalt. Et le cobalt, notre pays se trouve être le premier pays producteur. Et donc, il faut qu'il y ait la paix. Il faut éviter des guerres pour que nous puissions jouir. Et pensez-vous de cette phrase qui veut la paix prépare la guerre? Ah, moi, dans un spectacle, j'avais dit qui veut la paix prépare la paix. Il faut préparer plutôt la paix. Et la Parce que quand on prépare la guerre, on fait le jeu des fabricants des armes qui nous prennent pour des cobayes. Et vous voyez ce que ça... Et comment interprétez-vous cette phrase? La paix se gagne. Oui, ça doit se gagner. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons œuvrer pour la paix. On peut gagner la paix avec la parole de Dieu. On peut gagner la paix avec le rire. On peut gagner la paix avec des bonnes prestations musicales. On peut gagner la paix quand on sait mettre en valeur notre richesse. Merci beaucoup. Pas nécessairement avec les armes. Et le troisième mot? Le troisième mot. Le dernier, je dirais, c'est un mot que j'ai toujours utilisé, la nature. La nature. Vous êtes écologiste? Je ne suis pas écologiste, mais bon, je suis né dans la nature. Je suis né dans la forêt. Vous l'avez dit que vous aimez la brousse. J'aime la brousse, j'aime le fleuve. Le fleuve. Donc, vous savez, notre pays se trouve être le poumon de la terre. Et donc, nous devons le préserver. Nous devons le préserver. Je crois qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une église ou quoi, c'est des Coréens. Ils aiment des fleurs. Eux, ils disent que non, à force de contempler la fleur, ça enlève en nous l'esprit belliqueux. Vous voyez? Donc la nature, nous devons préserver notre nature. Parce que Dieu a été vraiment... Il nous a vraiment gâtés. Et donc nous devons mettre à profit, nous devons mettre en valeur ce que nous avons comme héritage. L'amour, la paix et la nature. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Déjà. Les bonnes choses ne durent pas. Vraiment. Alors, peut-être vous avez vos propres réponses dans votre cœur avec des questions que je n'ai pas posées peut-être. Oui. Posez des questions, posez une question et répondez vous-même. Bon, la première, c'est pas une question, mais bon, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Je voulais dire un merci, un grand merci à Papa Cardinal pour le soutien qui ne cesse de manifester aux artistes. Il y a un jeune médecin qui venait de créer une mutuelle de santé pour les artistes de théâtre d'abord. Je crois, je vous en avais parlé. Oui. Et du coup, le cardinal a eu écho de cela. Et il n'a pas hésité de soutenir ce projet. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement une mutuelle de santé pour les artistes de théâtre, mais c'est pour
tous les artistes. En tout cas, au nom des artistes, vraiment, veuillez transmettre ces remerciements. Et voilà. Alors, la question, peut-être, c'était par rapport au projet. J'aspire créer une structure pour s'occuper de l'encadrement et de la réinsertion des enfants abandonnés, On appelle les enfants dans la les rue. enfants de la rue, les filles mères. Ok. Donc la réinsertion de ces enfants-là par le théâtre. Je pense que si Dieu nous prête vie, et on va faire en sorte que, avant que nous puissions aller dans le repos éternel, nous puissions matérialiser cela. Ça sera vraiment un soulagement pour moi. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi. Là, c'était les paroles, je dis bien les paroles de ces grands artistes de notre pays, la République démocratique du Congo, un grand acteur de théâtre, un grand comédien, un grand humoristique, un grand concepteur. Il a tellement beaucoup d'idées, un grand interprète dans le théâtre, bien sûr, qui vous a parlé longuement de lui-même, comme vous connaissez l'idéologie de notre émission. Je ne peux pas parler de l'idéologie. Finalement, c'est la philosophie de notre émission. Nous voulons écouter plus l'artiste lui-même s'exprimer. Et merci pour vous tous qui nous avez suivis. Maintenant, c'est le tour de nous laisser un mot avec le cahier, les livres d'or. La première page a été écrite, il ne faut pas lire, hein. Ça reste seulement pour l'émission, a été écrite par le cardinal Laurent Mosengo, Wow. lui qui est l'inventeur même de cette aumônerie et de cette émission. Oh là là. Il est parrain direct. Ah. Et la deuxième page, c'est Barli Barouti, que vous connaissez aussi. C'est mon oncle. Ah, c'est votre oncle. Oui. Oh là là. Alors, envoyez-moi encore chez votre neveu pour l'émission. Non, mais ne vous en faites pas. Si j'ai un neveu artiste, je vais vous envoyer. Hein. Y a pas... On vous a déjà dit, quand vous parlez, je ne sais pas, vous avez quelle relation avec Aimé Kanou. Vous avez quand même une tendance à parler aussi comme lui. Oh, Oui. bah, c'est la première fois que Ouais, en tout j'entends cas, ça. dans des émissions, c'est Les gens comme, disent plutôt que je parle plutôt comme Jean Goubal. comme Jean Goubal. Ah, Bon, je là, là, là. comprends, c'est les Français. Vous parlez bien français. Bon. Vous parlez tous de la même manière. Voilà, je vous donne le cahier. Et Mécanou que je salue, avec Jean Goubal aussi, Ok. ainsi que tous les artistes. J'ai compris. Tous ces artistes qui parlent bien, qui ont une formation scolaire et académique, parfois ils ont la même façon de parler parce que c'est l'école en fait. Le français, il est le Le même, français, avec voilà. les mêmes principes, Je les comprends. mêmes règles grammaticales. Voilà. Et voilà. Bon, merci. C'est Laissez. comme tous les messeigneurs parlent de la même chose, Ah, de la même c'est manière. comment? Hein? Ils parlent comment? Bandeko bana banzambe sika tokomi osuka ya émission ya biso elengelamaki bongo na ndeko Tatalabe ayaki o ndako ya ngai kosala misa te ayaki nde engebene na manakama ye na émission boboto. Bon déco. Ça suffit comme ça. Il faut pas trop imiter les prêtres, surtout que vous n'avez pas encore fait le mariage, on ne sait jamais. Hein. Oh, Vous pouvez avoir la vocation comme ça, puis vous devenez prêtre. On ne sait jamais. Pas à cet âge quand même. On ne sait jamais, il y a de la vocation retardée. Hein. Pas à cet âge. Voilà, Bientôt là, je vais plutôt faire l'anthropologie. Oui, oui. Et voilà, vous voulez étudier l'homme. Oui, oui. Pour le maîtriser, afin d'améliorer encore davantage. Merci bien. Mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka onse ya motema mposa ya kokumisa akumisi nzambe ya lokuta na ya dikeko
mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali ye mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ye ngai mpe mose ya motema nayoki mposa ya kokumisa ye kasi nalobi nakumisa nani nakumisa nini nakumisa nani ntango nalobi nakumisa nzambe ya lokuta nyonso wana ezali se lokuta ntango nalobi nakumisa moto moto azali se ya... Voilà, je pense que vous avez fini. Est-ce que vous pouvez lire à haute voix tout ce que vous nous avez écrit là? Frères et sœurs, c'était pour moi un grand plaisir que de partager ce moment avec Monsieur l'abbé aumônier Jean-Marie Condé à travers son émission La noblesse oblige. Dans ce pays où la médiocrité bat son plein, où l'inversion des valeurs prend le dessus, proposer une telle émission d'une telle facture et d'un tel niveau intellectuel ne peut que nous réjouir. Nous qui pensons que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par luire, apportant ainsi le sourire aux lèvres de tous les natifs de ce grand et beau pays. Plein succès et bon vent à cette émission si noble, avec l'espoir que ça fera école. Merci. Roch Bokabe Labodo, l'artiste premium. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, vous-même vous avez écouté. Je n'ai pas de commentaires à faire. Et nous allons garder, comme c'est un livre d'or, nous allons garder ces cahiers comme de l'or dans notre bureau. Et à chaque fois, nous allons nous rappeler ces belles paroles et que nous allons faire aussi écho de ces belles paroles pour que tout le monde puisse s'en servir et puisse élever aussi nos esprits. Pour le reste, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Merci, au revoir. Au revoir, Tata l'abbé.